retour d'expérience du programme Hôpital du Futur, un programme qui a été mené jusqu'à fin 2023. Un programme qui portait sur l'attractivité des métiers de santé à l'hôpital. Alors, c'est une problématique clé auquel ont à répondre les établissements. Je ne vous apprends rien. Ce programme Hôpital du Futur est le fruit d'une dynamique collective de l'État, de l'Agence régionale de santé Grand Est, de la région Grand Est et financé donc par l'Europe. Alors, je dois tout d'abord excuser ceux qui devaient être avec nous aujourd'hui, qui ne le sont pas. C'est Virginie Quéré, la directrice générale de l'ARS Grand Est, qui est excusée aujourd'hui. Et pour la préfecture, Samuel Bugy, le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes. Mais Madame la vice-présidente, Conseil régional de Grand Est, vous êtes avec nous, je vous en remercie. Nadège Orbeck, vous êtes en charge de la SNACE, de la prévention et du handicap. Vous parlerez d'une seule voix pour les trois, mais somme toute, c'est un programme, c'est main dans la main. Donc, à tous, vous les avez également. Comment est né ce programme Hôpital du Futur? Eh bien déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de parler de ce beau programme que nous avons donc mis en place avec les partenaires, donc l'Agence régionale de santé, l'État, comme vous l'avez dit, la région qui a été à l'initiative, je dirais, c'était une démarche politique à la base de la région Grand Est, de mettre en place un programme avec ses partenaires, avec finalement les institutions qui ont en charge et la responsabilité du volet santé dans notre pays. Cette volonté, elle est née d'un constat que nous connaissons tous et de la situation de l'hôpital actuellement et aujourd'hui, qui a été d'ailleurs mis en lumière lors de la crise sanitaire. Alors, ce programme est né au même moment. J'ai envie de dire, ça a été un petit peu un effet d'aubaine de créer ce programme en même temps, finalement, que cette crise sanitaire, lorsque cette crise sanitaire a eu lieu. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de permettre aux hôpitaux, finalement, d'être plus résilients, d'être d'être modernisés, d'être plus attractifs, de permettre aux professionnels de santé d'exercer fonction dans les meilleures conditions possibles, et ce, aux patients dont ils ont la responsabilité et dont qu'ils doivent accompagner au quotidien. Donc l'objectif, c'était de se mettre finalement tous ensemble autour de la table et de mettre en place un programme qui puisse permettre cela. Cette nouvelle dynamique, cette nouvelle impulsion au niveau de la région Grand Est que de mener les taux vers une transformation de l'hôpital. L'idée, c'était vraiment d'accompagner les établissements, d'être à leur côté. Tout à fait. De partir déjà d'un besoin au sein des hôpitaux et de permettre aux équipes de monter leurs projets, de les accompagner bien sûr, de proposer des solutions les plus pertinentes possibles. Finalement, les solutions soient trouvées au sein des services et, encore une fois, je le dis, au profit donc, des équipes médicales et des patients. La première thématique de cet appel à manifestation d'intérêt, c'était l'attractivité des métiers. En quelques mots, pourquoi? Eh bien, l'attractivité des métiers, parce que c'est tout simplement le point d'orgue, finalement, de l'attractivité des établissements de santé aujourd'hui dans notre pays. Nous savons bien que les équipes médicales et les professionnels de santé sont épuisés, à juste titre, au vu de la charge de travail qu'elles ont au quotidien. Le fait de s'occuper aussi de l'autre, c'est une charge mentale, c'est un métier qui demande beaucoup de dons de soi. Il était de notre responsabilité, en tout cas, d'intervenir, encore une fois, aux côtés de l'État, qui s'est bien évidemment... qui a accepté, ou en tout cas qui était très ouvert pour former une sorte de tandem sur ce programme-là. Et le travail a été de qualité et je tiens à le souligner. Différentes institutions ont travaillé à ce programme Hôpital du Futur. On l'a dit, la RS Grand Est, la région Grand Est, l'État, tout cela financé par l'Europe et le FEDER. Vous êtes toute seule aujourd'hui à cette table, mais comment est-ce qu'on fait pour travailler tous ensemble, en bonne entente, dans la même direction? Eh bien, il faut déjà définir un objectif commun. Je pense qu'on était tous d'accord sur l'objectif commun. Nous étions tous
mobilisés déjà pendant la crise sanitaire. Nous travaillons ensemble de concert pour verser cette crise sanitaire et nous l'avons fait ensemble. C'était d'ailleurs un exemple de réussite collective. Et c'est sur cette base-là que nous nous sommes dit, tous les partenaires, enfin en tout cas les partenaires qui ont participé à ce programme, eh bien, qu'il fallait tout simplement qu'on définisse ensemble une stratégie et que l'on mette en place un programme qui puisse permettre aux hôpitaux d'être plus résilients. J'ai envie de dire ce qui fait fonctionner le fait que plusieurs partenaires eh bien, se mettent sur ce programme-là, Hôpital du Futur, en l'occurrence l'État et l'ARS, ça a été bien évidemment qu'on ait déjà des facilités de travail au quotidien, de manière générale. Au-delà de ce programme, nous travaillons eh bien, dans un état d'esprit d'intelligence collective. Donc, il nous a paru tout à fait naturel de pouvoir travailler sur ce programme spécifiquement. Et pour ce programme-là, on a utilisé les fonds européens pour le financer. Mais on en parlera tout à l'heure. Nous réitérons finalement ce programme. Et là, ce sont des fonds finalement qui viennent de l'ARS et de la région, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Alors, je l'ai déjà dit, mais c'est une initiative régionale et c'est une première nationale. On doit en être fiers. Ah, on en est fiers. Et j'espère que les porteurs de projets en sont fiers et je le pense aussi. D'ailleurs, c'est aussi beaucoup à eux que revient la réussite de ce programme. J'ai cité, on cite la région, l'ARS, l'État finalement dans ce programme, mais il y a aussi les porteurs de projets qui sont très importants. Encore une fois, je l'ai dit, les projets viennent du terrain, des professionnels de santé qui savent exactement quels sont les enjeux, connaissent aussi les solutions à apporter, qui savent de quelle manière il faut peut-être corriger certaines choses au sein même de leur propre service. Et puis, un projet ne peut exister si on n'embarque pas finalement la communauté médicale. Donc, je tiens là à saluer eh bien, toutes les personnes qui sont investies sur ce programme. Là, Jean Beck, vous avez fini à l'instant, on va être un petit peu plus loin. Il est deuxième appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt qui a démarré. Les projets sont connus, les lauréats sont connus au vers 2025. Une AMI qui va sortir dans la démarche Grand Texte Région Verte. Quelle est la thématique de cette deuxième AMI? Alors, de ce nouveau programme Hôpital du Futur. La thématique, c'est la décarbonation des hôpitaux. Nous avons travaillé premièrement, je l'ai dit, sur l'attractivité des métiers qui consistait, je reviens juste sur cette première itération avant de venir sur la deuxième, qui consistait à dégager du temps de soins, du temps sur le soin qui est l'activité principale eh bien, des médecins et des professionnels de santé. Les porteurs de projets, d'ailleurs, auront l'occasion de présenter leurs projets dans leurs établissements et les bénéfices de la mise en place eh bien, de leur innovation organisationnelle, parce qu'il s'agit de ça. Et pour la deuxième itération finalement de ce programme, nous avons choisi la décarbonation des hôpitaux pour deux raisons simples. Nous devons relever les défis environnementaux qui s'imposent à nous aujourd'hui nationalement et même au-delà. Nous devons commencer déjà en région, dans chaque secteur. Donc, le secteur de la santé, c'est 8%. Tout à fait. Le secteur de la santé a ses responsabilités à prendre sur ce sujet-là. Les acteurs de la santé sont sensibilisés et sont investis sur ces sujets-là. D'ailleurs, on aura un projet qui sera présenté tout à l'heure qui était un peu précurseur sur la première itération. Mais en tous les cas, donc le premier objectif, c'est bien celui-là, celui de relever les enjeux environnementaux. Et le deuxième objectif, eh bien, c'est aussi d'améliorer, encore une fois, les conditions de travail des professionnels de santé et les conditions des patients qui sont au sein de ces établissements. Ce sont finalement ces hôpitaux qui auront l'opportunité de bénéficier de ce programme, gagneront en attractivité. En tout cas, c'est aussi le pari que l'on fait.
Et c'est pour cela que nous avons choisi cette thématique. Et on se donne rendez-vous début d'année 2025 avec les lauréats de ce deuxième volet de l'Hôpital du Futur. Nadia Jean-Bec, vice-présidente de la région Grand Est en charge de la santé et de la prévention du handicap. Merci. Merci à vous. Dans un instant, nous allons découvrir les porteurs du projet qui sont le programme Hôpital du Futur présenté en 60 secondes. C'est le fruit d'une dynamique collective de l'État, de l'Agence régionale de santé Grand Est, de la région Grand Est et financé par le FEDER. Le programme Hôpital du Futur porte plusieurs ambitions. Soutenir une dynamique d'innovation et de pratique durable au sein des établissements de soins. Accompagner la mise en œuvre de solutions initiées et portées par les équipes hospitalières en réponse aux enjeux de l'hôpital. Et puis faciliter la mise en place d'outils au service des personnels soignants au quotidien. Hôpital du Futur répond à des besoins de terrain pour aider les professionnels de santé dans leur activité et leur fournir des outils de travail performants. Le programme a vocation à accélérer la mise en place d'actions concrètes au sein des établissements de soins du Grand Est sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'attractivité des métiers en santé. Le deuxième axe, la qualité de vie et le bien-être du personnel hospitalier. Et le troisième axe, la transition environnementale et écologique. Rejoignez la communauté et suivez l'actualité des projets sur hôpitaldufutur.fr, un programme copiloté par l'État, l'ARS Grand Est, la région Grand Est et financé par le FEDER, un programme initié dans le cadre du Jet Santé, coordonné et animé par BioVallée France. Alors, les porteurs de projets vont venir me rejoindre autour de cette table. On va faire cela en 2 parties pour présenter les 7 projets qui nous ont rejoints aujourd'hui parmi les 9 projets lauréats, vecteurs d'attractivité, une initiative régionale, une première nationale, 7 établissements pilotes du programme Hôpital du Futur, 9 millions d'euros dédiés à la transformation, une vocation partagée par tous ces projets lauréats du programme Hôpital du Futur, améliorer le quotidien du personnel soignant tout en plaçant le patient au cœur de ces transformations. Alors je vois qu'on les équipe de micros, mais qui vont venir dans un instant me rejoindre, Séverine Maury et Valentin Cabarrus. Séverine Maury qui est la responsable d'achat et logistique du CH de Bar-sur-Seine. Je vous en prie, venez vous asseoir. Et Valentin Maurus, le directeur des achats et de la logistique des hôpitaux Champagne-Sud. Ils sont accompagnés de Vincent Belviso. Alors je regardais devant moi normalement dans la salle, Monsieur Belviso, venez me rejoindre. Vincent Belviso, qui est le directeur des services techniques du CH intercommunal Nord-Ardennes. Et puis Pascaline Chenillot arrive, je vous en prie, Madame Chenillot. On fait tout en direct aujourd'hui, voilà. Vous venez vous installer, vous êtes la directrice adjointe patrimoine, hôtellerie et sécurité du centre hospitalier Bel Air de Charleville-Mézières. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On va commencer avec vous, Madame Maury, Monsieur Cabarrus. Madame Maury, vous êtes en poste depuis une dizaine d'années. Vous avez acquis une certaine connaissance des problématiques rencontrées dans l'établissement. Et ce qui a fait qu'on vous a identifié, quand il a fallu identifier un prescripteur de terrain pour le développement d'un projet de géolocalisation du matériel au sein de votre GHT, le GHT de l'Aube et du Cézanne. Et vous êtes accompagné de Valentin Cabarrus, directeur d'hôpital, actuellement en poste en tant que directeur des achats et de la logistique des hôpitaux Champagne-Sud, direction territoriale, une fonction qui regroupe les achats, la logistique de l'ensemble des établissements de la direction commune, dont le centre hospitalier de Bar-sur-Seine et le domaine de Nazareth. Alors pourquoi est-ce que je cite ces 2 établissements? Puisque c'est au sein de ces 2 établissements qu'a été déployée la solution de géolocalisation du matériel que vous allez nous présenter. C'est un projet qui vise à géolocaliser les matériels médicaux, on va dire d'usage courant, fauteuils, brancards, lits médicalisés. Je vous laisse nous les présenter, ce sera la même chose pour chacun d'entre vous. 4-5 minutes de présentation générale et ensuite on discute. Je suis responsable du temps, je serai intraitable. Vous allez montrer l'exemple aux autres. Je vous laisse nous présenter votre projet. Merci. Donc oui, comme vous l'avez dit, c'est un projet de géolocalisation des biens et des matériaux, enfin de matériel, notamment ceux liés aux soins. Alors, il y a tout ce qui est fauteuil roulant, déambulateurs, lève-malade, mais également d'autres types de matériel comme les bouteilles d'oxygène. Et on a souhaité porter cette expérimentation sur 2 sites, donc le centre hospitalier de Bar-sur-Aube, car c'est un hôpital de Bar-sur-Seine, pardon. Mes collègues ne seraient pas très contents de cette... C'est pour ça qu'ils sont venus à 2. Tout à fait. Puisque c'est un hôpital de proximité qui contient environ 240 lits et places, avec notamment 10 lits de médecine et 175 lits d'EHPAD, et le domaine de Nazareth, qui est un EHPAD directement rattaché au centre hospitalier de Troyes, avec là aussi un peu plus de 275 places.
Alors pourquoi le lancement de ce projet? Parce qu'à l'échelle des hôpitaux Champagne Sud, on est arrivé à un constat, ou plutôt à un triple constat, qui est renforcé sur ces 2 établissements, lié à la gestion du matériel lié aux soins. Le premier de ces constats, c'est que le personnel, et notamment le personnel soignant, perd énormément de temps au quotidien dans la recherche des différents matériels liés à la prise en charge des patients ou des résidents. Madame Maurice, ici présente, a mené un audit en fin d'année 2022 à l'échelle de l'établissement de Bar-sur-Seine, qui regroupe 200 agents. Au cumulé sur une journée, on arrive à plus de 16h40 de recherche de matériel. Donc, très rapidement, on peut comprendre que ça prend l'équivalent de la journée de 2 ETP uniquement en recherche de matériel, ce qui est très contraignant au quotidien. Le deuxième constat, c'est que, et il découle directement du premier, c'est qu'il y a une mauvaise utilisation de ce type de matériel due à cette recherche trop importante. Quand on cherche pendant plus de 20 minutes un matériel, même si ce n'est pas le plus adapté, finalement, on va finir par sélectionner celui qui vient en premier, donc prendre un fauteuil roulant là où on aurait pu servir d'un déambulateur. Et enfin, le troisième constat, c'est comme dans beaucoup d'établissements partout en France, qu'il y a une impression ou une réalité qui est que le matériel a tendance à disparaître pour des raisons diverses et pas toujours identifiées, et que donc, pour l'ensemble de ces raisons, un dispositif de géolocalisation nous paraissait pertinent. Fort de ce constat, il a donc été simple d'établir un cahier des charges et de rencontrer divers prestataires pour finalement retenir Arjomove, qui nous a accompagnés, ce qui était une forme de pari, puisque c'était la première fois que ce prestataire accompagnait un client à l'échelle d'un établissement et pas uniquement à l'échelle d'un service. Donc, un pari qui, jusqu'ici, est plutôt gagnant, à travers l'installation donc, de tags sur les différents matériels et d'encre au niveau des différentes pièces de l'établissement, qui nous permet d'avoir une géolocalisation en temps réel et très précise, donc à la pièce près, du matériel pour savoir où est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il est utilisé. Par rapport à ça, on aura donc fixé le triple objectif qui découle des constats qui avaient été faits. Le premier qui est de redonner du temps aux soins et du temps aux soignants en diminuant drastiquement le temps de recherche du matériel, quel qu'il soit au niveau de l'établissement. Le second, c'est donc une meilleure utilisation du matériel, utiliser le bon matériel au bon moment pour le bon patient ou la bonne personne. Et enfin, et là c'est plus avec notre casquette respective d'achat et de logistique, une meilleure gestion du parc de matériel à travers un inventaire qui est toujours à jour, qui se modifie en temps réel, et aussi également une maintenance du matériel qui est facilitée par l'ensemble de ces dispositifs. Et aujourd'hui, même si le projet est encore jeune, on a un certain nombre de succès et de réalisations en ce sens. Je vous laisse peut-être détailler ces éléments. Oui, dans les premiers résultats qu'on a identifiés, c'est que sur le temps de recherche, on a réussi à diviser par 3, ce qui est quand même pas anodin. Quand vous allez chercher en fait une dizaine d'équipements, clairement, avec et sans géolocalisation, vous mettez 3 fois moins de temps. Donc ça, c'est plutôt positif. On a aussi une précision de la solution qui est de 90%. Donc quand ça vous indique l'endroit où se trouve l'équipement, vous savez exactement dans quelle pièce il se trouve. Donc on a un niveau de performance de l'outil qui est quand même extrêmement satisfaisant. Après, là où on va travailler davantage, c'est sur l'approche soignante de la solution, parce qu'effectivement, il y a toute la partie maintenance, gestion d'équipements, renouvellement de ces équipements avec des plans pluriannuels d'investissement. Mais l'avantage qu'avait Arjomove, c'était quand même l'approche soignante de la solution, avec des alertes quand vous utilisez du matériel inadapté par rapport au niveau de prise en charge nécessaire. Et du coup, là, on va pouvoir optimiser notre prise en soin et aller encore plus loin en fait dans notre capacité à soigner nos patients et nos résidents tous les jours. Merci beaucoup. Quand on géolocalise un fauteuil roulant, pardon de vous poser cette question directement, on géolocalise aussi celui qui l'utilise. Est-ce que ces questions éthiques ont pu être posées ou soulevées lors du déploiement de ce programme? Oui, on s'est posé beaucoup de questions. Alors la première crainte, c'était déjà que les soignants se sentent fliqués ou pas. Finalement, on a réussi à faire comprendre que ce n'était pas le cas, puisqu'on ne géolocalise pas les équipements qui les suivent toute la journée. Par contre, on a passé beaucoup plus de temps sur la question des résidents,
parce que dans la mesure où on leur attribue un fauteuil roulant, le fait de le géolocaliser, effectivement, ça permet, si on a une approche malveillante de la solution, de pouvoir éventuellement surveiller la personne. Donc du coup, on a adapté, et d'ailleurs ça a été un travail sur les 2 établissements simultanés, on a adapté en fait nos contrats de séjour et règlements de fonctionnement pour y inclure des clauses en fait en lien avec les droits et les libertés de chacun, pour que les résidents, s'ils le souhaitent, puissent refuser le système. Et on a aussi créé une charte de la bienveillance pour que chaque personne qui utilise la solution s'engage aussi à l'utiliser de manière cohérente et bienveillante. Ce sont des nouvelles technologies. Est-ce que l'utilisation de ces nouvelles technologies par le personnel soignant a été facile? Alors, au départ, on avait quelques craintes. Effectivement, on vient d'un métier en charge de l'humain. Et du coup, clairement, on ne fonce pas tête baissée sur les nouvelles technologies. Cela dit, j'ai un exemple, c'est qu'en début d'année, on a eu une recrudescence d'infections respiratoires, donc beaucoup de grippe, beaucoup de Covid, etc. Et d'un coup, un besoin accru d'aérosols. Et c'est là que les soignants qui n'avaient pas encore l'accès direct au logiciel ont passé un temps considérable à m'appeler pour me dire « Madame Maury, j'ai besoin d'un aérosol ». Donc, ils avaient compris en fait qu'on pouvait répondre à leurs demandes de manière immédiate. Et clairement, on a pu y répondre. Et ça a été assez intéressant aussi parce que du coup, moi, j'ai pu me rendre compte aussi, alors que je pensais qu'on était plutôt large en aérosol, que sur ces moments de crise épidémique, finalement, on était en tension. Et du coup, ça m'a permis aussi de mieux répartir les équipements à travers la structure. Et pour le coup, j'en ai même racheté un petit peu parce que je voyais bien qu'on n'était pas suffisamment doté. Vous avez choisi de travailler avec Arjomo, vous nous l'avez dit il y a un instant. Ce n'est pas une solution clé en main qu'ils vous ont apportée, c'est une solution en évolution permanente en fonction de vos besoins. Oui, parce que du coup, c'était un pari risqué quand même un jour, parce qu'on était sur une solution qui était en train d'être créée. C'était pas du tout éprouvé, ils avaient équipé que 2 services, je crois, dans la France entière. Et du coup, on a fait ce pari-là, mais l'avantage, c'est que ils sont en train de le créer, mais avec nous. Donc, ils font développer leur logiciel et finalement, on arrive avec nos problématiques de terrain et on leur dit maintenant, moi, ce que je veux finalement, c'est plutôt cette approche-là où c'est pas comme ça que les soignants vont le chercher. Et du coup, ils adaptent en fait leur logiciel à ce qu'on a réellement besoin. Surtout que c'est assez compliqué parce que ça touche à peu près tout le monde. Il n'y a pas que les soignants, il y a les gens des techniques qui vont faire de la maintenance, il y a les acheteurs effectivement qui ont besoin de se projeter, etc. Donc voilà, c'est un travail de partenariat où on évolue main dans la main en fait, avec le prestataire pour avoir une solution plus pertinente. La suite, on est aujourd'hui sur le centre hospitalier de Bar-sur-Seine et sur le domaine de Nazareth. Est-ce que cette solution est amenée à être implémentée partout? C'est tout l'enjeu de demain, justement, de voir quelle est la faisabilité d'une montée en compétences à l'échelle, alors peut-être à terme de l'ensemble des HIS, mais déjà peut-être de l'établissement support, le centre hospitalier de Troyes, puisqu'il y a un changement d'échelle qui est assez important. Là, on est sur, d'une part, un hôpital de proximité et de l'autre, un EHPAD. Demain, main dans la main avec notre partenaire, l'idée, ce sera de voir comment est-ce qu'il est possible de monter en échelle à ce niveau et de prendre en compte les spécificités d'un établissement MCO de plus grande importance, avec davantage de lits, avec davantage d'activités, des particularités architecturales aussi qu'on ne rencontre pas forcément sur les autres sites, des salles plombées ou énormément de difficultés techniques a priori qu'il faudra lever si c'est possible et qui font que devant nous, nous avons d'autres projets assez stimulants dans le même domaine. Monsieur Cabarrus, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur des achats et des logistiques et de la logistique des hôpitaux Champagne Sud. Merci à Séverine Maury, responsable achat et logistique du CH de Bar-sur-Seine. Merci d'avoir présenté le premier projet, ce qui n'est pas toujours facile. Merci à vous. Je vais me tourner vers Vincent Belviso. Vincent Belviso, vous êtes le directeur des services techniques du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Ça regroupe 4 établissements, Charleville, Sedan, Fumay et Nouzonville. Et dans votre fonction, il y a également tout ce qui est biomédical. Ça tombe bien parce qu'on va en parler maintenant. Vous avez acheté un IRM 3T qui a été livré avec un outil d'intelligence artificielle qui permet de diminuer les temps nécessaires à la prise d'images et améliorer la qualité des soins. Vous allez nous le présenter maintenant. Bien, donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier de la part de Monsieur Talek, notre directeur d'établissement, donc la région Grand Est, l'ARS Grand Est, également les fonds européens et aussi le préfet de région
pour avoir en tout cas validé ce projet d'IRM et d'intelligence artificielle. Donc, alors juste un petit rappel de contexte. Donc, comme vous le disiez, donc on est un établissement avec plusieurs sites et sur le site de Charleville se trouvent 2 IRM. Un IRM 1,5 Tesla et un IRM champ ouvert 1 Tesla. Donc, la machine qu'on a voulu changer, c'est la 1 Tesla. Il faut savoir que la 1 Tesla nous permettait à la fois de prendre en charge les patients claustrophobes comme les patients obèses. Et l'idée justement en tout cas de l'acquisition, c'était de pouvoir poursuivre cette prise en charge patient pour ne pas dégrader notre offre de soins. Donc, nous étions donc à la recherche d'une technologie qui permettait d'allier la qualité et la sécurité de prise en charge des patients, également améliorer la qualité de vie au travail et l'optimisation du temps de travail. Alors, j'ai oublié de préciser une petite chose en amont, c'est on est dans un contexte où en fait il y a une forte tension au niveau des manipulateurs radio et justement donc l'idée c'est d'offrir un outil qui va faciliter en tout cas le travail des manipulateurs radio. Donc l'entreprise qui a été sélectionnée c'est Siemens. Et donc, avec un budget donc pour une machine qui s'appelle un IRM, c'est 3 Tesla qui s'appelle Lumina. Et donc l'enveloppe c'est 1 300 000 €. Alors, les objectifs du projet sont multiples. Déjà, dans un premier temps, c'est la diminution du délai d'accès à un rendez-vous en diminuant le temps d'examen. Donc, c'est également de faire de meilleures acquisitions d'images, donc des images de meilleure qualité, et une intelligence artificielle qui sécurise le professionnel dans l'exercice de sa pratique. C'est aussi d'avoir recours à des technologies de positionnement automatique des patients, et ça vous comprendrez donc l'utilité par rapport aux manipulateurs radio. L'automatisation des protocoles, donc, et aussi également avoir une table qui soit ergonomique avec une assistance au mouvement pouvant se positionner très bas, limitant la pénibilité de travail et la prévention de l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Et également la prévention des risques physiques et diminution des nuisances sonores, c'était aussi un des objectifs qu'on voulait atteindre. L'amélioration de la qualité des examens réalisés, la diminution des pertes de chance, une diminution du délai de réponse adapté aux besoins du patient. Mais également, un autre objectif qu'on voulait atteindre, c'est les gains énergétiques, notamment sur l'électricité, et également donc avoir une machine qui soit le moins gourmand possible en remplissage d'hélium. La diminution du temps d'attente pour un rendez-vous. Alors, c'est la patiente qui parle. Est-ce que vous avez aussi ce temps d'attente ? Il faut savoir qu'en moyenne, un IRM, ça peut aller de 45 à 60 minutes avec un temps de préparation qui est très long. Donc, déjà, pour commencer, nous, on a réussi à réduire entre 25 minutes, à peu près à 25 minutes, le temps donc d'examen. Ce qui fait que, ça se traduit en termes de délai. Donc, pour les examens avec des injections, c'est 12 jours. Et pour sans injection, c'est 9 jours. Donc, ça, et une petite précision aussi, ça génère beaucoup moins de stress pour le personnel, les AMA, en fait, les secrétaires médicales, puisque les prises de rendez-vous sont beaucoup plus facilitées et beaucoup moins de tension au téléphone. Obligé de répondre non et de dire pas avant un mois. Voilà, donc les manipulateurs, on comprend le gain QVT, qualité de vie au travail. Même chose pour les secrétaires. Pour les radiologues, est-ce qu'il y a un gain également ? Alors évidemment, oui, parce que l'IRM, donc l'intelligence artificielle, surtout, ça leur permet d'avoir une meilleure qualité de diagnostic et donc, en tout cas, sécuriser leur diagnostic. Vous avez été pilote sur l'IRM à champ ouvert, vous nous en avez parlé. C'est donc le 1 Tesla, si je vous ai bien suivi. Sur le 3 Tesla, donc, qui permet également une prise en charge des patients obèses. Vous êtes toujours, on va dire, leader sur ce domaine-là. En tout cas, vous êtes pilote. Alors, pilote à Charleville. À Charleville, on va dire, oui, c'est ça. Tout en sachant que, évidemment, le choix s'est porté sur un IRM avec un bord, ou un tunnel qui soit relativement en marge, pour ne pas perdre justement cette prestation. Parce que l'analyse, l'IRM des personnes obèses est quelque chose de compliqué aujourd'hui. Exactement, oui, parce que
Vous imaginez donc en termes de positionnement dans des anneaux qui étaient relativement petits, là vous avez un tunnel qui est beaucoup plus large et qui permet un positionnement plus aisé. La suite, qu'est-ce que c'est ? La suite, c'est d'augmenter notre capacitaire patient, en tout cas, puisque l'objectif est d'atteindre environ 1000 patients supplémentaires par an. Juste pour information, grâce au conseil régional, donc avec un travail entre notre directeur, un lycée sur Charleville et le conseil régional, on va pouvoir ouvrir sur Charleville une école de manipulateurs radio dès septembre. Ce qui fait qu'on va encore améliorer notre prise en charge sur le site, enfin en tout cas dans les Ardennes. Peut-être un métier qui devient aussi plus attractif voilà. Avec des appareils à la pointe. Exactement. Merci beaucoup. Merci à Vincent Belviso. Je rappelle que vous êtes le directeur des services techniques du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Merci beaucoup à vous. Nous allons écouter maintenant Pascaline Dumont-Chenillot. Vous êtes ingénieure hospitalière. Vous êtes la directrice adjointe du patrimoine, de l'hôtellerie, de la sécurité du Centre hospitalier Bel Air de Charleville-Mézières et chef de ce fameux projet Vélocité. Il faut dire que votre centre hospitalier, c'est 35 hectares, d'où l'intérêt de cette flotte de vélos électriques qui vise à améliorer la qualité de vie au travail et réduire bien sûr les émissions de gaz à effet de serre. Vous êtes déjà sur l'AMI deuxième version. Vous avez vu l'appel à projet qui arrive. Oui. Vous êtes déjà dedans avec ce projet. Je vous laisse nous l'expliquer. Donc, bonjour à tous. Et effectivement, le centre hospitalier Bel Air avait souhaité répondre sur Hôpital du Futur 1, et notamment avec un engagement de mettre à disposition des vélos pour l'ensemble du personnel, pour répondre à cette problématique de transition écologique qui touche la santé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et répondre également au plan vélo qui était par la même occasion lancé par la région Grand Est. Donc, pour favoriser la politique en matière de mobilité et en développant la stratégie donc, d'aller vers un hôpital Vélocité. Donc, le projet vise à équiper l'hôpital d'une flotte de 67 vélos à assistance électrique. On a également dans l'appel à projet la mise en place d'un véhicule, d'une voiture électrique qui est également destinée à l'ensemble du personnel. Tous les équipements qui sont dédiés du coup au rechargement de ces véhicules et de pouvoir, comme vous l'avez dit, circuler plus facilement sur les 35 hectares du parc, mais également aussi sur les différentes villes dans lesquelles on intervient, donc Charleville, Sedan, Rethel et d'autres pour les visites à domicile. Des fois, il s'avérait bien problématique pour nos soignants de pouvoir aller honorer les rendez-vous chez les patients et d'avoir cette contrainte de stationnement qui pouvait être parfois assez longue pour trouver une place, mais aussi coûteuse pour le personnel, ne serait-ce que pour la visite à domicile. Donc l'idée, c'est de déployer ces vélos aussi bien sur le site intra-hospitalier que sur nos différentes structures extra-hospitalières. Donc le projet a différents objectifs, à la fois améliorer la qualité de vie au travail donc des agents pour se déplacer plus facilement, mais aussi d'évoluer vers des mobilités propres en changeant une partie du parc automobile. Sur le centre hospitalier Bel Air, c'est environ 100 véhicules motorisés, avec l'objectif effectivement que ces vélos électriques puissent venir diminuer notre parc dans les années à venir. Donc, réduire les rejets de CO2 et diminution des matières polluantes, c'est l'objectif premier du projet. Ça a un impact économique aussi par rapport à la diminution des coûts d'entretien des véhicules, mais d'acquisition des véhicules chaque année, puisque 100 véhicules sont à renouveler assez régulièrement. Une action en faveur de l'augmentation de la pratique d'activité physique. Donc, c'était de se dire que par la même occasion, on pouvait à la fois travailler et pratiquer le sport. Et l'avantage du vélo assistance électrique, c'est qu'aucun effort n'est demandé pour pouvoir rouler sur le site. On avait aussi dans l'objectif de pouvoir améliorer la relation soignant et soigné en partageant le même mode de transport. C'est qu'on a dans l'idée que cet impact de déployer les vélos sur notre site par nos professionnels, d'avoir un impact à la suite sur nos patients et même sur nos résidents pour pouvoir se déplacer à vélo aussi bien pour le loisir que dans le milieu professionnel. Donc, le projet en quelques chiffres, nous, donc à l'heure d'aujourd'hui, on a 67 vélos assistance électrique qui ont été mis en place sur nos différents sites. C'est 9 abris à vélo avec bornes de rechargement qui ont été équipés.
On a tracé plus de 1500 mètres de pistes cyclables sur nos 35 hectares pour pouvoir permettre la circulation entre les véhicules motorisés et ces vélos. À l'heure d'aujourd'hui, on était à plus de 3271 trajets déjà effectués avec les vélos et 766 kilos d'émissions de CO2 évitées sur l'année de mise en service des vélos. On a pu identifier environ 100 utilisateurs sur environ 800 agents. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter chaque année. Et le projet avait été mis en service en juin 2023. Donc, différents objectifs qui ont été atteints. Donc, mettre en place les équipements, d'assurer tout ce qui va être la maintenance des équipements avec la formation du personnel associé à cette maintenance, puisque aujourd'hui on avait un garage qui effectue la maintenance des 100 véhicules motorisés et les agents vont être formés à faire l'entretien régulier sur ces vélos, mais aussi aux utilisateurs des vélos de pouvoir les former sur la sécurité qu'engendre la circulation, puisque les pratiques ne sont pas les mêmes en vélo qu'en voiture. Et l'objectif est vraiment de sensibiliser les agents à la pratique du vélo pour éviter tout incident. Je souris parce que je me dis que c'était peut-être la pire année pour démarrer ce projet. On avait bien démarré durant l'été. Météo magnifique qu'on connaît depuis quelques mois. On ne peut pas tout prévoir. Ça fait partie de nos difficultés rencontrées, effectivement. Donc, en déployant au mois de juin, on a vu effectivement l'année dernière les vélos qui ont pas mal tourné pendant l'été. Les gens étaient motivés à l'utilisation puisqu'on a tous envie de s'y remettre sur le parc qui est relativement agréable par la belle météo. Effectivement, avec l'hiver et les pluies qui ont suivi, ça a été un peu plus compliqué. Mais on met des moyens en œuvre au fur et à mesure pour essayer de dynamiser l'utilisation. On peut dire que le pire est passé. Si on a passé ça, C'est on passera le reste. Autre point qu'il a fallu anticiper, c'est que si vous connaissez le site de Charleville-Mézières, il y a une côte, un peu rude d'ailleurs, pour arriver chez vous. Rude, et en plus, on n'a pas de piste cyclable sur cette belle côte où de nombreux camions circulent au quotidien. Donc, l'établissement a déjà rencontré plusieurs fois la mairie. On travaille en parallèle pour pouvoir voir comment les agents, et même à titre de déplacement personnel pour venir jusqu'au travail le matin, de pouvoir se déplacer en toute sécurité et de prévoir ce cheminement jusqu'à notre établissement. Dans vos objectifs, j'ai vu que vous espériez que les soignants et les patients partagent le même mode de déplacement. Quelques petites frayeurs au démarrage, puisque c'est vrai qu'y compris même pour le personnel, c'était pas que pour les patients, c'est que quand on monte sur un vélo après plusieurs années et même pour la première fois sur des vélos assistance électrique, effectivement, ça peut faire peur. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques petites frayeurs lors des premiers essais. Si vous deviez refaire quelque chose autrement, vous feriez tout de la même façon ou il y a quelques petites choses que vous changeriez? On changerait l'étude de mobilité. On a été accompagné par BL Evolution. Et là, effectivement, on l'aurait fait plus en amont du projet, mais avec le délai raccourci d'Hôpital du Futur, on a acheté nos vélos en parallèle de l'audit. Donc, c'est cette petite modification qu'on aurait anticipée. Alors, conséquence inattendue et positive, vous avez remarqué que nombreux agents ont changé leur façon de venir au travail. Peut-être le fait d'utiliser un vélo sur le site, ils se sont dit pourquoi je ne ferais pas ça pour venir de mon domicile? C'est ça. Oui, exactement. Donc, c'était aussi l'idée dans le projet de pouvoir se dire que les agents aujourd'hui, on a une région qui nous dessert très bien au niveau du train, et c'était de se dire qu'un agent qui habite très loin de l'hôpital, qui pourrait venir en train, mais pourrait monter aussi avec son vélo dans le train et venir jusqu'à l'hôpital sans difficulté au lieu d'utiliser la voiture. Dans le plan mobilité de la région. Ah, vous donnez des forfaits mobilité à vos agents, c'est ça? Effectivement. Et vous avez vu que le nombre de demandes a augmenté? Le nombre a augmenté, effectivement. Bon, c'est une bonne chose. C'est très bien, on espère encore améliorer. Merci beaucoup à Madame Chemillot, Pascal Chemillot. Vous êtes la directrice adjointe patrimoine, hôtellerie et sécurité du centre hospitalier Bel Air de Charleville-Mézières. Alors, on va faire un petit changement de plateau. Je vais vous inviter à repartir dans la salle. J'ai des gens devant moi, vous ne le voyez pas, vous qui êtes derrière les écrans. Et puis, 4 nouveaux porteurs de projets vont venir vous présenter les projets suivants. À tout de suite.
Retour en plateau avec 4 nouveaux porteurs de projets. Je vous l'ai dit en début d'émission, il y a 9 têtes qui vous sont présentées aujourd'hui, 3 sont passées. Voici donc les 4 autres m'ont rejoint Véronique Fouché-Noisé du GHR Mulhouse Sud Alsace, le docteur Étienne Laurent, docteur bonjour du CH du centre hospitalier de Remiremont, Jérôme Saleur pour le CHRU de Nancy et puis pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, Olivier Gac. On va démarrer avec vous, Madame Fouché-Noisé. Vous êtes la directrice des opérations et du pôle ressources matérielles du GHR Mulhouse Sud Alsace. Vous êtes également en charge du développement durable. Vous êtes directrice d'hôpital et vous allez nous présenter ce programme qui a visé au financement et à la mise en œuvre d'une cellule d'ordonnancement du parcours patient qui intègre une solution numérique. Vous l'expliquerez dans un instant avec tout ce qui va avec, un mobilier, l'équipement informatique, le lieu. Je vous laisse 4-5 minutes et ensuite on discute. C'est à vous. Parfait, merci. Donc effectivement, je vais vous présenter le projet optimisation du parcours patient qui en fait revêt la création d'un dispositif d'ordonnancement, d'une cellule d'ordonnancement comme on l'appelle au GHR MSA, et qui avait pour enjeu majeur de répondre à la demande de bien vouloir trouver un lit à tous les patients qui se présentent au GHR MSA, que sa venue soit programmée ou non. Donc à la fois pour les programmations, enfin les hospitalisations programmées, mais aussi les hospitalisations qui venaient essentiellement depuis les urgences, et qui parfois avaient le triste sort de rester un peu longtemps sur les banquets avant de trouver un lit. Donc ce dispositif d'ordonnancement des flux patients s'appuie essentiellement donc, sur une cellule, des personnes, environ une dizaine de personnes, qui tous les jours, à l'appui d'une solution numérique, comme vous l'avez dit, un logiciel que nous avons déployé dans l'ensemble des services de médecine, de chirurgie, mais aussi de gynéco de l'établissement, recherche, positionne les patients sur des places, sur des lits. C'est-à-dire que tous les patients donc, qui sont programmés ou tous les patients qui sont non programmés sont connus de cette cellule et vont être orientés dans l'établissement à partir de cette cellule. Pour ça, on s'est appuyé donc, sur une entreprise qui a déjà déployé ce type de solution ailleurs, mais nous avions le challenge de déployer sur l'ensemble de notre établissement d'un coup, puisque c'est un établissement qui a 9 sites. Sur quasiment tous les sites, nous avons de la médecine, un peu de chirurgie sur quelques de nos sites, et c'était aussi un challenge de nombre. On avait à peu près entre 600 places qui ont été déployées d'un coup le 4 octobre 2023 dernier. Et c'est un budget d'1 240 000 euros. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier évidemment la région, l'ARS et la préfecture d'avoir sélectionné ce projet et de l'avoir permis de sa mise en place. En termes d'objectifs, ils sont multiples. Ils sont à la fois pour les professionnels, pour les patients, mais aussi pour l'établissement. Tout d'abord, pour les patients, c'est évidemment d'optimiser leur parcours, donc éviter le triste constat d'une attente trop longue aux urgences, mais aussi le triste constat parfois de devoir déprogrammer une hospitalisation, puisque en fait, il faut savoir concilier les deux flux, et c'est ce qui est le plus compliqué dans certaines périodes. Pour les professionnels, c'est de les recentrer sur leur expertise soignante, parce que de chercher un lit, c'est beaucoup de temps au téléphone, c'est beaucoup de temps en négociation, c'est donc beaucoup de temps perdu, et de ne pas passer auprès des patients. Donc cet objectif était majeur aussi pour les professionnels, et évidemment par là, de développer l'attractivité de certains métiers, notamment les métiers des urgences, des cadres de santé, qui étaient un maillon très important de la recherche de lit jusqu'au déploiement de cette cellule, mais aussi les directeurs d'hôpitaux, qui ont une charge mentale bien moindre depuis l'installation de cette cellule. Et pour l'établissement, évidemment, ça a été aussi l'optimisation de l'occupation des lits, puisqu'on a quand même découvert certains processus mis en place pour parfois présenter le lit comme occupé alors qu'il n'était pas franchement, ou alors c'était aussi pour faire face à certaines pénuries aussi, puisqu'on a quelques lits qui ont dû fermer ces derniers temps par le manque de professionnels. Ça, c'était un point de crispation, on peut se le dire franchement, cette gestion. Un vrai point de crispation, notamment entre les professionnels des urgences et les professionnels des autres services, qui, pour trouver le fameux lit pour les patients, c'était extrêmement compliqué, puisqu'il y a toute l'activité programmée qui prenait déjà une certaine place. Il fallait trouver une place pour l'activité non programmée. Et donc, c'était des discussions très, très longues, parfois sans fin d'ailleurs, sans solution, ce qui était bien embêtant. Et on retrouvait un certain nombre de patients sur des grands quarts d'urgence sur la main. Et d'ailleurs, on a un premier résultat qui est très satisfaisant pour nous, puisqu'on a une réduction de moins 30% des patients
qui attendent le lendemain matin aux urgences sur un brancard. Et ça, c'est une vraie victoire. On voit bien l'avantage pour les patients, on voit bien l'avantage également pour ceux qui gèrent les flux non programmés, mais pour ceux qui gèrent les flux programmés, vous les dépossédez d'une certaine façon de leur choix, de leur possibilité de dire oui ou non. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont pensé, non? Oui. Mais avec la mise en place de cette cellule, on respecte le plus possible, évidemment, les programmations qui sont faites. Donc, ils ont encore le choix, évidemment, de programmer. Par contre, c'est pas forcément eux qui donnent le jour exact. C'est-à-dire, ils donnent un délai de programmation. Il faut que ce soit l'hospitalisation, il faut que le patient puisse venir dans les 3, 4, 15 jours. Et donc, la subordonnancement fait le nécessaire pour répondre à cette demande. Donc, elle est au service aussi bien du programmé comme du non programmé. Il n'y a pas de balance politique d'un côté ou de l'autre. Début, vous m'avez dit octobre 2023, c'est cela? Le lancement véritablement de la cellule qui a ouvert, puisque ça s'est fait en mode bing-bang. Tout l'établissement est passé de ce qui se faisait avant à la cellule d'ordonnancement le 3 octobre dernier. Et effectivement, tous les services sont passés à ce moment-là. Donc ça fait moins d'un an. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan positif? J'ai bien l'impression. Est-ce qu'on peut déjà le faire, ce bilan? Bien sûr. Donc on a fait ce bilan positif, notamment le nombre de patients qui a fortement réduit tous les matins aux urgences. Les professionnels, dont certains ont une charge mentale qui a largement diminué et qui le disent, qui en témoignent. Et d'ailleurs, pour la suite, puisqu'on a déjà essayé de se projeter sur la suite. Et parce que là, on est sur les lits de médecine, de gynécologie et de chirurgie, c'est ça. Donc la suite? Donc la suite, on l'a déjà, j'ai envie de dire, opéré le 4, on aime bien les 4 en fait, 3 ou 4, donc le 4 juin dernier, puisqu'on a étendu ce dispositif sur l'ensemble des secteurs de SMR, donc de soins médicaux et de réadaptation. C'est ce qu'on appelait les soins de suite, c'est ça? C'est ce qu'on appelait les soins de suite jusqu'à peu. Et là, pour le coup, on en a aussi sur tout le site. Donc c'est 9 sites d'un coup, donc c'est territorial. On vous sent soulagée, contente de ce programme. Je suis extrêmement contente du fait qu'on ait abouti sur ce projet, parce que je pense qu'il y a certains n'y croyaient pas. Donc c'est déjà un vrai challenge qui a été surmonté par l'établissement. Et comme en plus, il y a des vrais aspects positifs pour les professionnels, pour les patients et pour l'établissement. Donc c'est une belle réussite. J'estime que c'est une belle réussite. Bravo à vous, merci beaucoup Madame Fouché-Noisé, la directrice des opérations du pôle ressources matérielles RMSA. C'est Mulhouse, Sud-Alsace. Le docteur Étienne Laurent est avec nous également. Vous êtes pharmacien hospitalier, chef de service. Vous exercez au centre hospitalier de Remiremont depuis 2011. Le projet que vous allez nous présenter, c'est sur le centre hospitalier de Remiremont et sur le CH Ouest Vosgien. C'est le même GHT, vous nous expliquerez tout ça. C'est un projet commun, même si c'est le centre hospitalier de Remiremont qui porte la responsabilité. Ça concerne en tout 550 patients. Le programme équiper les PUI d'automates et d'automatiser la préparation des doses pour permettre aux professionnels, on comprend bien, des unités de soins de libérer du temps très bien sûr aux patients. Je vous laisse nous présenter votre programme. Merci, bonjour. Alors, je vais vous présenter donc notre projet qui a consisté en l'acquisition d'automates de dispensation nominative. Alors, au centre hospitalier de Remiremont, cela représente 3 machines avec un système de surconditionnement, une machine de reconditionnement de surconditionnement des formes orales comprimées et gélules, et 2 machines de dispensation nominative sous format de sorte de carnet avec les différents traitements nominatifs de la journée ou de la prise selon le réglage. Alors, les entreprises sélectionnées, c'est la société Bucci Synteco pour les automates et la société Computer Engineering pour l'interfaçage avec notre logiciel de prescription hospitalier. Le budget pour l'établissement, c'était une acquisition de 960 000 €. Alors, le principe, c'est que ce projet vient en complément d'un projet de restructuration des pharmacies à usage intérieur des établissements de Remiremont avec les établissements de la Haute-Vallée de la Moselle, du Thillot et de Bussan, et qui date de quelques temps et qui, du coup, nécessitait une restructuration des ressources afin de permettre d'apporter une demande qui était de libérer du temps infirmier pour la préparation des piluliers qui leur prenait plusieurs heures par semaine par service pour préparer ces piluliers et ces traitements.
Donc, le principe, c'était que la pharmacie à usage intérieur récupère cette activité et prépare ses piluliers et installe. Et du coup, l'opportunité d'avoir acquis ces automates permet de lancer ce projet. Le principe également, c'est d'améliorer, de sécuriser le processus de préparation et d'administration des traitements. Quelques petits points d'attention que l'on a pu avoir pour la réalisation de ce projet liés à la contrainte de temps pour pouvoir mettre en place ce genre d'appareil. C'était déjà le pouvoir choisir et commander ces machines et avoir la disponibilité pour les installer. Ce qui a nécessité aussi dans nos pharmacies d'établissements qui sont un petit peu anciennes, de pouvoir libérer de la place parce que ça prend beaucoup de place et pouvoir libérer du stockage et la mise en conformité des locaux puisque cette activité, quand elle est réalisée par la pharmacie, est soumise à des contraintes réglementaires assez strictes et du coup, il faut pouvoir aménager des locaux dans cette conformité avec cette réglementation. Le temps aussi qui est non négligeable pour paramétrer, qualifier et démarrer la production dans les temps. On a réussi donc à démarrer la production en début décembre 2023. Pardon. Mais le temps est contraint, vous avez voulu le rallonger, c'est ça, en étant 2013. Bon, ça a déjà été souligné, c'est vrai qu'entre le moment où l'appel a été lancé et le temps imparti pour la mise en place, c'est court. C'est ça, c'est extrêmement court. Et on est seulement en train de déployer, on n'est pas encore à pleine charge. On monte en puissance progressivement. C'est un changement de pratique important pour les soignants. Énorme, puisque en fait, le format, sous lequel cela est présenté est complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude. Les piluliers matin, midi, soir, là, c'est sous forme de petits carnets ou de petits séquences avec une petite affiche avec le nom des médicaments, l'heure de prise. Et ils sont en séquence. Ça veut dire quoi? Un temps d'adaptation nécessaire, une formation, un accompagnement? Exactement, un temps d'accompagnement très significatif avec les infirmières, des retours d'expérience aussi. C'est les premiers qui ont été desservis avec ce système nous ont énormément apporté sur la façon dont on pouvait accompagner et améliorer le système pour les suivants. Donc vous avez poussé les murs, hein, vous nous l'avez dit, il a fallu faire de la place pour ces automates. Oui. J'ai du mal à imaginer la taille de ces automates. Eh ben, en fait, ils sont assez grands, ils font 6 mètres de long pour 3 unités. On a libéré 70 mètres carrés de pharmacie, de stockage, et malheureusement, il a fallu pousser des stockages un peu à l'extérieur, dans d'autres endroits, ce qui est un petit peu moins pratique pour la distribution de certains matériels pour les collaborateurs. Ça, c'est un petit point, on va dire, négatif qui sera peut-être... On va essayer de résoudre avec le temps, en prenant le temps. Un point positif, c'est que ce projet-là a permis de débloquer d'autres choses. C'est ça, en fait, notre projet de restructuration avec les établissements du TIO et de Busan était un petit peu à la peine à cause justement de pouvoir se restructurer, etc. Et du coup, ce financement nous a permis de déclencher la recherche de solutions pour pouvoir relocaliser à un même endroit et déployer la logistique associée. Et la mise en conformité qui était obligatoire, exactement. On en a profité en quelque sorte. Exactement, ça a vraiment permis de déployer tout ça. Donc, petit message, j'ai bien compris aux financeurs, si on pouvait avoir un petit peu plus de temps pour la mise en place. On l'a bien compris. Merci, docteur Étienne Laurent, pharmacien hospitalier au CH de Remiremont. Je me tourne maintenant vers Jérôme Saleur. Vous êtes le directeur stratégie innovation territoire du CHRU de Nancy, en charge des sujets d'innovation. Alors, ce n'est pas un projet que vous allez nous présenter, mais un programme qui va se décomposer en 4 projets complets. Alors, c'est une gageure, hein, parce que vous n'aurez pas plus de temps que les autres pour nous présenter ces 4 sous-projets. On vous écoute et ensuite on en discute. Merci. Oui, effectivement, c'est un programme à Nancy, on aime bien donner des acronymes à nos projets. Donc là, on l'a appelé PAGES. C'est Programme d'amélioration de la gestion des flux non programmés. Et effectivement, c'est pas le CHU tout seul qui l'a porté, ce projet. On l'a porté au niveau du GHT Sud-Lorraine. Donc le CHU est établissement support de ce GHT. Et c'est une réflexion qu'on a portée en comité stratégique du GHT. Et on a profité de l'occasion de cet appel à projet pour pouvoir le porter jusqu'au bout. Alors, dans les 4 projets, on a
en fait, on a eu pour objectif de répondre à, globalement, la gestion des flux, comme son nom l'indique, parce qu'on se dit qu'améliorer la gestion des flux, ça améliore les organisations, et du coup, ça améliore la qualité de vie des soignants, et par là même, on connaît bien le cercle vertueux, la prise en charge des patients. Donc c'est vraiment, la gestion des flux, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de nos préoccupations au CHU de Nancy. Dans ce programme, donc on a 4 projets. Le premier, c'était très matériel. Donc en gros, c'était installer des écrans hall de gare dans tous les services d'accueil d'urgence du CHU, du CHU et du GHT. Donc c'est 4-5 sites d'urgence dans le GHT. Et du coup, l'idée, c'était d'annoncer aux professionnels soignants dans les services l'arrivée des patients en SMUR. Donc avec toutes les informations que le SAMU a pu collecter. Et on a profité de travaux dans le premier site d'urgence qui était Pont-à-Mousson pour installer ces écrans et donner de l'information et permettre l'arrivée et la préparation de l'arrivée des patients. Donc ça, c'est plutôt une approche matérielle. Ensuite, on a eu un deuxième projet qui était plutôt sur logiciel et qui est sur la réorientation des patients à l'arrivée aux urgences. En fait, tous les sites d'urgence sont confrontés à la même problématique, c'est gros afflux de patients à certaines saisonnalités. Et donc, au-delà d'un outil de réorientation, c'était l'idée derrière de pouvoir structurer des liens avec la ville pour nous permettre de dégager des plages de soins non programmés, soit en centre médical de soins immédiats lorsqu'on en a un sur le territoire, soit avec des regroupements de médecins libéraux qui, dans la discussion, commencent à s'organiser pour permettre l'accueil de ces patients. Et donc, sur ce projet de réorientation, on a travaillé avec une société canadienne qui s'appelle Logibec, qu'on avait eu l'occasion d'inviter à un forum d'intelligence artificielle qu'on avait organisé quelques années auparavant à Nancy. Et donc, on a pu concrétiser la mise en place pour Nancy, pour le CH de Lunéville, pour Pont-à-Mousson, et Toul, la mise en place de cet outil. Donc ça, c'est le deuxième projet. Le troisième projet, il concerne accompagner, alors là toujours, il y a une valence technologique, c'est accompagner les professionnels de santé dans la prise de décision. Donc là, on s'est tourné vers l'intelligence artificielle sur 2 thématiques. La première, c'est l'aide à la lecture des clichés d'imagerie. Donc, on a testé ça aux urgences, et notamment sur tout ce qui concerne les lectures de clichés de fracture, dans l'idée, en fait, d'aider à la prise de décision, mais aussi de faire gagner du temps. Alors, faire gagner du temps parce que l'IA permet une analyse rapide et met en avant, en fait, les problématiques de fracture ou de risque de fracture, et d'aide à la décision dans le diagnostic parce que on s'est aperçu aussi que de temps en temps, l'IA nous aide à mettre le doigt sur des petites lésions que le professionnel n'aurait pas forcément vu immédiatement à la lecture du cliché. Et donc, on n'a pas encore mesuré les impacts, on n'a pas assez de recul, mais en tout cas, on sait que ça va nous permettre de gagner du temps, et on a en projet de le déployer sur d'autres organes que l'orthopédie, mais on est en train de le déployer sur les poumons aussi. Donc ça, c'était le premier volet d'aide à la décision. Le deuxième, c'est qu'on a travaillé sur la concrétisation d'une thèse qui a été travaillée par un de nos professionnels, d'ailleurs que je salue, c'est le professeur Tahar Chouyed, qui était mon copilote sur la gestion de ce projet. Et donc, il avait travaillé sur une thèse sur comment anticiper le risque d'insuffisance cardiaque de certains patients. Donc, il a développé un algorithme qui a été publié. Et l'idée, là, c'est qu'on a travaillé pour le mettre en place et l'intégrer dans notre dossier patient informatisé. Le patient arrive aux urgences, il fait ses examens cliniques par l'urgentiste, et au regard des différentes données saisies, une fenêtre pop-up s'affiche pour prévenir du risque d'insuffisance cardiaque et permettre à l'urgentiste de réorienter vers une prise en charge cardiologique. Donc là, la fenêtre pop-up, elle est testée, elle n'est pas encore déployée, mais l'objectif, c'est qu'elle soit déployée dès cette année. Et enfin, on a travaillé sur un dernier sujet qui est l'anticipation des patients à l'arrivée aux urgences. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qu'on a travaillé aussi sur la partie santé mentale du GHT, puisqu'on a le centre psychothérapeutique de Nancy, qui est en direction commune avec le CHS de Mirecourt, qui s'appelle Ravenel. Et l'idée, là, c'était de travailler, tous les deux ont la même problématique, que ce soit nous, au CHU de Nancy ou en psychiatrie, on n'arrive pas à anticiper l'arrivée des patients aux urgences, et on sait que ça a des répercussions sur nos organisations.
Mulhouse en parlait, sur l'anticipation programmée, non programmée. Et donc, on a travaillé avec Optacare, qui est une société qui est basée à Troyes, et qui a travaillé sur un algorithme d'anticipation des flux. Alors, l'idée, c'est pas seulement d'anticiper les flux des patients qui arrivent aux urgences, mais c'est aussi d'anticiper le besoin en lit qu'il y a derrière. Et de pouvoir, du coup, gérer les lits occupés, les lits disponibles, et potentiellement ce besoin. Donc voilà, c'est les 4 projets qu'on a pu mener dans l'hôpital du futur. Alors, ce programme PAGES, j'ai retenu l'acronyme, vise à améliorer la gestion des flux d'activités non programmées. Mais comment est-ce que ça s'intègre de façon plus globale dans une approche non programmée, programmée? Est-ce que, oui, j'imagine que vous avez pensé à tout. Oui. Je connaissais Oui. la réponse. Oui, alors on a pensé à tout parce qu'en fait, la gestion des flux, je vous ai dit, c'était un peu le noyau de réflexion qu'on a au CHU de Nancy. Et depuis, on a une maturité sur la gestion des flux programmés, puisqu'on aime bien les acronymes. On a un programme qui s'appelle OPP, Optimisation du parcours patient. Il a une maturité d'à peu près une dizaine d'années au sein du CHU de Nancy. Et on l'a déployé en 2023 et on continue en 2024 à le déployer sur les établissements du groupe hospitalier de territoire, du GHT Sud-Lorraine, dans l'idée d'avoir de la visibilité à un moment donné sur mes lits disponibles dans mon établissement, dans tel service, mais aussi sur tout le GHT. Parce que de se permettre à un moment donné d'avoir de la solidarité entre établissements et permettre de réorienter certaines prises en charge au regard des disponibilités de lits. Et donc, le projet PAGES sur les soins non programmés se complète très bien. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand on aura une maturité sur les soins non programmés, on arrive à fusionner les deux pour avoir finalement une tour de contrôle qui nous permette d'organiser au mieux les flux sur nos territoires. Alors, ce programme ambitieux n'est pas né d'un claquement de doigts. Vous l'avez dit, il y avait ce forum intelligence artificielle que j'ai eu la chance d'animer. Je crois que c'était avant le Covid. Et on avait vu ce jour-là un Canadien venir nous présenter la façon dont ça se passait dans son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt est sorti, tout était prêt? Alors, tout était prêt. Justement, on avait quand même eu quelques difficultés parce que, en tout cas, notre vision était claire. Mais la manière d'y arriver, l'opérationnalité, c'était un peu plus difficile. Surtout quand on parle avec des Canadiens qui sont très sympathiques, au demeurant, mais on n'a pas les mêmes systèmes de marché public, par exemple. Et là, je pense qu'on peut remercier notre direction des achats qui a fait preuve de souplesse, parce que ça a été de longs entretiens, notamment avec les services juridiques de Logibac, les Canadiens. Parce que finalement, les Canadiens, ils auraient pu très bien nous donner le service, nous envoyer une facture, et voilà, c'était fini. Nous, non, on a des marchés publics, on a des codes à respecter. Donc, ça a été beaucoup d'échanges avec les Canadiens. Et au final, on a réussi à respecter la deadline du 31 décembre 2023, qui était serré. On a réussi à les payer au 23 décembre 2023. Donc, short. Voilà. Donc, ce n'est pas un simple copier-coller. Il a fallu s'adapter, les normes, les marchés publics, leur expliquer tout cela. Mais en tout cas, voilà, c'est en marche sur l'ensemble du GHT. Vous avez parlé de Pont-à-Mousson pour les écrans. Ça se développe partout. Ça va se développer à Toul, à Lunéville, et même au CHU de Nancy, puisqu'on n'a pas été les premiers à se servir. Et on a des services de réanimation, par exemple, qui accueillent directement des patients qui sont aussi preneurs de ces écrans pour anticiper et préparer l'arrivée du patient. Merci beaucoup donc à Jérôme Saller, qui est le directeur adjoint stratégie innovation territoire du CHRU de Nancy. On va terminer avec vous, Olivier Gag. Vous êtes le directeur du pôle de gestion investissement logistique achat des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc vous êtes ici chez vous. À ce titre, vous gérez également les achats d'équipements biomédicaux. C'est ce qui va nous intéresser parce qu'on va parler d'anapathologie, qui voilà, vous l'avez dit. Voilà, quand on veut essayer d'être intelligente, on va rester à anapath. Et vous avez donc acheter un système qui permet la numérisation des lames sur lesquelles reposent les échantillons biologiques qui permettent la lecture et le stockage dématérialisé. Vous allez nous expliquer ça, 4-5 minutes, et puis ensuite on en discute. Anatomopathologie. Voilà. Mais tout le monde abrège en anapath pour pas faire d'erreur. Oui, donc effectivement, je voulais vous présenter ce projet. Donc, l'anapath, c'est la spécialité médicale qui consiste de manière assez simple à examiner des tissus pour y détecter des anomalies qui sont liées à une maladie. Les principes de l'anapath sont à peu près les mêmes depuis 1819, au moment où c'est apparu en discipline universitaire en France, à Strasbourg, où on a créé la première chaire. On prend un échantillon de tissu, on le traite, on le met entre 2 lames de verre, on la place sous un microscope et on regarde la lame en question. De ce fait, c'est une discipline assez cérébrale et solitaire qui peine à attirer les praticiens et où le recrutement est assez essentiel.
Il y a à peu près 1600 pathologistes en France, moyenne d'âge 50 ans, et nous étions dans une situation un peu critique puisque nous n'arrivions absolument plus à recruter. C'était le cas jusqu'à la fin des années 2010, moment où est apparu le principe de numérisation de la NAPAT. La numérisation, en fait, c'est aussi la chose qui est assez simple. Fondamentalement, on prend la lame, on la met dans un scanner et on projette l'image sur une lame. Sur un écran. En termes de pratique médicale, par contre, ça change tout. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de déconnecter le pathologiste de son microscope et ça permet un travail collaboratif entre eux, avec des consultations, avec une possibilité théorique encore de télétravail. Et donc, ça permet effectivement de s'échapper de ce côté solitaire. Et c'est vraiment la première chose qu'on visait dans ce projet. La deuxième chose qu'on visait dans ce projet ensuite, c'est de tirer parti de cette numérisation pour développer une assistance logicielle au travail des anapathes, puisque ça va, à terme, quand on aura constitué des bases de données suffisantes et un nombre de lames scannées avec une masse de données suffisante, de commencer à entraîner des logiciels qui permettront de compter les anomalies et qui permettront aux anapathes de se recentrer sur leur cœur de métier, qui est vraiment l'interprétation du résultat et non plus le comptage simple de « Ah tiens, j'ai 12 cellules en normal sur ma lame ou 13 ou 15 ». Ça a l'air assez simple quand on le décrit. En pratique, effectivement, ça n'est jamais qu'un gros scanner sur lequel on met la lame. Et ensuite, on se rend compte que l'image pèse plusieurs gigaoctets, que le réseau nécessaire pour faire passer cette masse de données est important, que les prises sont importantes et qu'une fois qu'on a la lame, on entend de sa chaise, et qu'une fois qu'on a la lame numérisée, il faut encore la connecter au bon patient et la gérer avec une foultitude d'autres données en parallèle. Et donc, effectivement, on a été amené, sur la base de ce principe assez simple, en fait, à rencontrer progressivement, à tirer une pelote qui nous a amené à rencontrer problème sur problème, qu'il a fallu qu'on résolve les uns après les autres. Et c'est là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a réussi dans les délais, juste dans les délais, en payant les dernières factures, à installer notre système et à le rendre fonctionnel. Maintenant, effectivement, on commence la seconde partie du travail, qui est de constituer la base de données, qui va nous permettre d'entraîner effectivement des intelligences artificielles après, et puis ensuite d'essayer de nous projeter au-delà du périmètre du CHU sur le territoire. Parce qu'effectivement, en spécialité médicale rare, pour l'instant, on a équipé le CHU de Strasbourg, mais ce qu'on vise à terme, c'est de permettre, lorsque quelqu'un est opéré, par exemple, pour une extemporanée, on prélève une tumeur pendant l'opération, on veut l'examiner, qu'elle soit scannée dans un établissement autre que le nôtre, et puis ensuite qu'on puisse lire la lame au CHU. Ou à l'inverse, nous, qu'on puisse consulter un praticien à l'extérieur du CHU. Ça, c'est un travail qu'on va mener sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Mais la bonne nouvelle pour nous, apprenons déjà, c'est que ça nous a permis de reprojeter notre service d'anapath vers l'avenir. On n'avait aucun interne qui n'avait souhaité rester dans le public ces 5 dernières années. Tous nos internes sont volontaires pour rester au CHU Strasbourg cette année. Vous avez baissé l'âge moyen des nous commençons à baisser l'âge. Voilà. On avait 2 postes d'AHU vacants qui ont été pourvus grâce à ce projet. On a un poste d'assistant spécialiste qui va rester, donc on a commencé à recomposer notre personnel parce que, à nouveau, on leur permet de se donner une perspective. Et donc, effectivement, c'est l'hôpital du futur à bien amener le CHU déjà dans le présent et bientôt dans le futur. Donc, on va bien comprendre que ce n'est pas un outil de lecture numérique des lames que vous avez acheté, mais un outil d'attractivité, en fait. C'était un outil d'attractivité, effectivement. C'était un attrape-anapath, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. Et il est parfaitement fonctionnel. Mais c'est vrai que ça permet, si j'ai bien compris, un travail collaboratif, ce qui n'était pas le cas avant. C'était un travail assez isolé, en fait. Oui, c'était un travail isolé. Maintenant, effectivement, un pathologiste qui est en difficulté n'a plus à appeler son collègue pour l'amener devant le microscope. Il peut lui dire « Regarde la lame, qu'en penses-tu » Ça permet de développer des surspécialités. Ça permet même de faire de la consultation à grande distance, à terme, effectivement. Jusqu'à présent, quand on avait des sur-problèmes, je dirais, surspécialités, on envoyait nos lames au CHU de Lille, c'est-à-dire qu'on les mettait dans une mallette et puis quelqu'un l'emmenait jusque là-bas. D'ici, alors pas encore, mais d'ici 1 an ou 2,
on a bon espoir d'avoir un réseau qui nous permette de faire tout ça en dématérialisé. Vous avez parlé des câblages. On a compris que c'était un programme qui pouvait sembler simple, mais qui en fait ne l'était pas. Il y a eu des travaux également faits dans vos services pour installer cet instrument. C'est ça, il y a eu des travaux, puisqu'effectivement, il a fallu qu'on reprenne tout le câblage de tout le service, puisqu'effectivement, il faut que l'image puisse parvenir sur l'écran de chacun des pathologistes. Et puis, il faut la stocker. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on acquiert des serveurs dédiés, qu'on acquiert de la capacité de stockage, et ça a été du coup alors assez complexe, non, mais ça a requis un gros travail de coordination entre les équipes des travaux, les équipes informatiques, les équipes du professeur Chenard, qui est la chef de service, et les équipes du biomédical, pour rendre le projet fonctionnel. Je comprends mieux votre titre de directeur du pôle de gestion, investissement, achat, logistique, travaux. C'est ça. On a tout. Et attractivité à Napat. Oui. Ajoutez ça dans votre titre. Merci beaucoup, Olivier Gac. Merci à tous pour la présentation de ces projets. Nous allons nous dire quoi à l'année prochaine, peut-être, pour peut-être pas vous, porteurs de projets, mais d'autres, puisque, comme nous l'avons souligné, le projet l'appel à manifestation d'intérêt Hôpital du Futur 2, ça y est dans les tuyaux. Les projets ont été déposés, c'était il y a quelques jours de cela. Le thème, c'est la décarbonation. On donne rendez-vous en janvier 2025 pour connaître un qui est différent, qui n'est plus la qualité de vie au travail, mais l'éco-conception des soins, la réduction de la consommation énergétique et la valorisation des déchets d'activités de soins. Je sais que parmi vous, il y en a déjà qui sont déjà dans les starting blocks. Merci beaucoup à vous et donc à la prochaine. Merci. Merci.